Hola les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Apprendre des plus grands et ça sera avec Sega parce que c'est plus fort que moi, que toi, que nous, ou pas. Allez, c'est parti. Donc, dans ce premier point, on va voir comment Sega a réussi à créer une véritable identité et concurrencer Nintendo. Effectivement, en 1991, Sega a créé une icône, le petit hérisson bleu qui s'appelle Sonic. Et bien entendu, ils ont réussi à rivaliser avec Nintendo, notamment sur la Super Nintendo. Ça a été très important parce qu'ils ont eu le soutien des éditeurs tiers qui leur ont permis d'avoir un catalogue assez étoffé sur la Mega Drive. Et bien entendu, ils ont été au coude à coude avec la Super NES. Nintendo proposait une expérience de jeu, tandis que Sega proposait également une alternative et une autre expérience de jeu, notamment avec les Golden Axe, Street of Rage, tout ce qui était beat'em all, c'est-à-dire les jeux de castagne dans la rue, tout ça. Donc ça s'adressait à un public un peu plus adolescent, jeunes adultes. Ensuite, le second point concerne l'échec majeur de Sega. C'est-à-dire l'échec, c'est son retrait en tant que constructeur de consoles qui s'est opéré le 31 mars 2001. Voilà, l'arrêt de la Dreamcast. Donc, pour arriver jusqu'à cette date fatidique, qu'est-ce qu'il s'est passé? Lorsque nous avons en fait eu une pléthore de consoles qui sont arrivées dans les années 90, nous avons eu donc la Super NES, la PlayStation, également nous avons eu la Mega Drive, une extension avec la Mega Drive, c'était la Mega CD, et ajouté à cela, nous avons eu la Saturn, la Sega Saturn. Simplement, lorsqu'ils ont conçu la Sega Saturn, il y a eu plusieurs points critiques en ce qui concerne la recherche et le développement, mais aussi le fait de s'adresser aux joueurs en termes de communication, de marketing et de ciblage au niveau des joueurs. Et ça a été problématique. Donc ils en ont payé les frais sur 2 générations de consoles. La première génération de consoles, en fait, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, ils ont annoncé prématurément la sortie de la Sega Saturn, et en sortant cette console, en fait, ils n'ont pas communiqué sur celle-ci. Également, tout ce qui était en tant que recherche et développement, la Sega Saturn était à destination en fait, d'un public japonais, et donc exclusivement un public japonais, car la Sega Saturn avait pour objectif d'amener l'arcade à la maison, sauf que les bornes d'arcade aux États-Unis, en Occident, en Europe, etc., sur les autres continents autres que le continent asiatique, c'est-à-dire le territoire du Japon, parce que les jeux n'étaient pas aussi les jeux à l'époque. Il y avait un embargo sur la Chine, ce qui fait que les Chinois fabriquaient les consoles, ils ne pouvaient pas y jouer. Donc ça aussi, ça a pesé sur la balance. Donc ce qui fait que le marché des consoles s'est retrouvé uniquement catalogué au niveau du Japon, États-Unis, Europe. Et là, donc l'objectif principal dès le départ de Sega à travers la Sega Saturn, c'était justement de ramener l'arcade à la maison, parce qu'au Japon, les Japonais, ils ont pour habitude de vivre dehors. Ils vivent dans des maisons ou des appartements qui sont très petits, et donc ils passent leur journée dehors. C'est leur façon de vivre, c'est leur façon d'être, de fonctionner en société. Également, lorsqu'ils ont sorti leur console, ils n'ont pas du tout communiqué sur leurs produits. Certes, il est vrai que sur le plan papier, sur le plan caractéristique, la console surpassait la concurrence. Malheureusement, ils n'ont pas communiqué sur la console, quels étaient les avantages, la qualité. Ils n'ont pas été transparents sur le prix que ça allait coûter. Et également, vis-à-vis des éditeurs tiers, ils n'ont pas aidé les éditeurs tiers dans le sens à développer des jeux pour leur console, parce que la Sega Saturn était compliquée, très complexe à développer des jeux sur ce support, sur cette console-là. Donc du coup, ça a joué en leur défaveur. Et ça, c'est aussi un autre point très important. C'est-à-dire qu'ils avaient des collaborateurs, des partenaires, et ces partenaires, en fait, ils ne les ont pas accompagnés. Ce sont des entreprises, en fait, qui vont supporter, en fait, votre matériel en créant des logiciels, notamment des jeux ou autres. C'est comme pour Windows, s'il n'y a pas de logiciel autre que Windows,
les personnes n'utiliseraient pas Windows. Voilà, c'est le même principe. Donc, les collaborateurs, plus précisément les partenaires, les entreprises qui sont susceptibles de produire du contenu sur votre plateforme, il faut un petit peu les chouchouter quand même. Et ça, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas pris en compte plusieurs choses. Déjà, leurs problématiques pour créer des jeux, parce que c'était compliqué à programmer. Ils n'ont pas pris en compte le temps et le coût que ça demandait, mais aussi n'ont pas pris en compte la demande de ce que souhaitaient créer les partenaires. Les partenaires ne souhaitaient absolument pas créer des jeux d'arcade, ils voulaient créer autre chose, ils voulaient créer des jeux scénarisés. Que ce soit en B2B ou en B2C, ils ont littéralement saboté ce qu'ils avaient fait au préalable. Et ça a été dommage. Donc, du coup, l'entreprise qui est sortie vainqueur de cette génération de consoles, de cette guerre de consoles, ça a été la PlayStation. Car ils ont sorti une console 32 bits qui était facile à programmer, beaucoup plus facile en tout cas que celle de la Sega Saturn. Nintendo n'avait pas sorti de console 32 bits, ils ne sortaient uniquement que la Nintendo 64 un petit peu plus tard. Et donc en face de Sony, vous avez que la Super NES concrètement et la Mega Drive avec la Mega CD, mais on va dire qu'elle était déjà dépassée parce que en sortant un nouveau produit, vous avez créé une rupture, une disruption par rapport à l'ancien produit. C'est ce que Sega a fait. Avec sa Sega Saturn, elle a balayé la Mega Drive. Sony n'avait pas de console avant, donc c'était leur première console. Quant à Nintendo, ils n'avaient que la Super NES. On était en attente d'une nouvelle console 32 bits ou peut-être une 64 bits. Parce qu'ils n'ont pas fait de 32, ils sont passés directement à 64. Donc ça, c'est vraiment important. Ils ont carrément balayé. Maintenant, pour la génération suivante, Sega a voulu prendre les devants et ils ont fait quelque chose de très important. Ils ont sorti une console bien avant les autres. Mais surtout, ce qui a été très décisif par rapport à la Dreamcast, c'est que, encore une fois, sur la Mega Drive, ils avaient créé un univers, balayé cet univers avec la Sega Saturn, et reprendre cet univers et le développer avec la Dreamcast. Sauf que c'était trop tard. Et c'est ce qui s'est passé. Maintenant, on commence à avoir des retours en ce qui concerne les relations au sein de Sega, comment ça s'est passé cette époque-là, c'est que c'était assez conflictuel. La Sonic Team, c'est-à-dire l'équipe qui a créé le jeu d'icône Sonic et tout l'environnement qui va avec, s'est divisé. La Sonic Team a été composée d'une partie du groupe qui souhaitait vraiment concurrencer directement en fait Nintendo et Sony. Simplement, il a été pris ensemble entre les deux. C'est pour ça qu'il a perdu la guerre. Et aussi parce que lorsque vous vendez un produit, vous ne faites pas la guerre à un concurrent, vous répondez à un besoin. Ça, c'est très important. Donc, pour pouvoir répondre à ce besoin, il faut édifier, créer votre persona, c'est-à-dire votre public cible. Même si elle reste fictive. Ça sera le fantasme du client parfait. Ça, c'est très important. Donc, on voit très bien que Sega a été pris en sandwich entre la Super NES et la PlayStation, et donc la Sega Saturn au milieu. Et ils ont souhaité sortir une nouvelle console qui a été la Dreamcast, et malheureusement, ça a été l'autre équipe de la Sonic Team qui était très créative, et maintenant c'était trop tard. Donc, ils ne sont pas sortis en tant que constructeurs de consoles les mains vides, ils nous ont laissé pas mal de choses. Donc, ça va être l'objet du troisième point. Le troisième point concerne donc ce que Sega a apporté en laissant les consoles derrière lui. Ils ont apporté plusieurs choses. Tout d'abord, avec le jeu Jet Set Radio Future, ils ont créé le style graphique, le cel shading. C'est un effet d'ombrage particulier. Alors le terme exact, soit c'est du cel shading, ou soit c'est celluloid shadow. C'est l'ombre par cellule. En fait, concrètement, à quoi ça correspond? C'est transformer une image et mettre des phases d'ombre sur l'image. C'est à ça que sert le cel shading. Donc le résultat, c'est qu'on a un jeu qui ressemble à une bande dessinée. Et ça a été initié, ça a été créé par Sega, la Sonic Team, et donc on a eu
Jet Set Radio Future, qui était un jeu où on faisait des graffitis dans une ville, plutôt sympa. Hein. Alors attention, c'est interdit, mais là, dans le jeu, ça va. D'accord? Et c'était plutôt intéressant, ils ont apporté ce style visuel, et aujourd'hui, c'est utilisé partout. C'est un style visuel qui a révolutionné complètement le jeu, l'animation même. Parce que grâce à ce style visuel, tout ce qui est bande dessinée, que ça soit 13, que ça soit des jeux, par exemple Borderlands, Zelda, ou alors des comics ou également des mangas, tels que Naruto, Bleach, Dragon Ball ou autre, One Piece, le cel shading s'y prête parfaitement. Le cel shading va permettre soit de faire des calligraphies avec Okami, ça va vous permettre de faire de la bande dessinée assez mature façon 13, ou alors vous pourrez très bien tomber sur un Dragon Ball qui va surpasser l'animation japonaise, parce que l'animation japonaise, ça reste de la 2D avec un peu de 3D, tout le reste c'est du dessin. Là, on crée un environnement 3D dans lequel on va le transformer en bande dessinée, de manière animée. Et ça, c'est fabuleux. Donc, ils ont quand même créé le cel shading. Ensuite, ils ont aussi ils ont utilisé, à travers le jeu Shenmue, des QTE, c'est-à-dire ce sont des Quick Time Events. Les QTE sont en fait des événements qui arrivent pendant le jeu de façon à attendre une interactivité de la part du joueur. Donc, ça demande à avoir de l'attention de la part du joueur et ça va avoir une certaine impression de vivre le scénario dans le jeu. C'est une interactivité. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça a été fait à travers Shenmue. Autre particularité aussi, c'est que à travers Crazy Taxi, ils ont initié quelque chose de très important, c'est la bande son des jeux vidéo, dans lequel ils ont fait appel à de vrais groupes de musique, et notamment dans le jeu Crazy Taxi, on a eu droit à Offsprings et compagnie, ce qui a donné naissance à d'autres jeux par la suite, tels que les SSX, Burnout, Need for Speed, qui intégraient directement de la musique, que ce soit de l'électro, de la pop, du rap, du métal, etc., etc., de la techno, c'était super. Donc là, ils ont réussi à joindre les deux. En fait, la musique, elle a permis d'avoir une véritable immersion et extension de la réalité en rajoutant des musiques contemporaines. La dernière chose, enfin, les deux dernières choses que Sega ont apportées à travers la Dreamcast, avant de nous quitter, ça a été le jeu en ligne à travers Phantasy Star Online, même si ils essaient de faire un revival, là, qui est sorti en Amérique du Nord. Bon, on n'a pas que ça à faire, mais voilà. C'était un très bon jeu. Et aussi, ils ont sorti quelque chose de très important, c'est que la majorité des jeux qui étaient sortis, que ce soit Shenmue, Jet Set Radio Future, Crazy Taxi, Phantasy Star Online et bien d'autres, avaient la particularité d'être des jeux à monde ouvert. Donc, Sega avait à peu près environ 2 générations de consoles sur la réalité. Donc on a eu un delta assez important entre la Sega Saturn qui a balayé tout ce qu'ils avaient fait avant, et après la partie créative de Sega qui était fabuleuse, qui malheureusement c'était trop tard. Ça reste un monument du jeu vidéo. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeux qui ont été réédités sur d'autres consoles parce que Phantasy Star Online, Sky of Arcadia, il y a eu des Jet Set Radio Future sur la Xbox, j'y reviendrai plus tard. Donc ça a été vraiment une avancée technologique de la part de Sega. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, commenter, liker, partager, vous notifier et je vous dis à une prochaine. Ciao, ciao!